Je vous remercie. Je vais donc vous parler, pour rester dans le sujet de ce colloque, de l'impact du climat sur l'environnement botanique chez Théophras. Comment les changements du climat ont pu se répercuter sur le monde des plantes dans la Grèce antique. Sans prendre à la lettre la description de l'Attique primitive que nous connaissons tous dans le Critias de Platon, une terre féconde, bordée de montagnes boisées, arrosée de nombreux cours d'eau, qui serait devenue, selon Platon, 9000 ans plus tard, et je le cite, comme le squelette d'un corps décharné par la maladie. On ne peut nier que la fiction platonicienne repose sur une conscience très claire de la dégradation progressive du milieu naturel en Grèce. Certes, il n'est pas question de suivre Platon quand il attribue ce changement à un cataclysme imaginaire, mais son texte témoigne à sa manière d'une prémonition dont on doit reconnaître le bien fondé. La relation entre une espèce vivante, l'homme en particulier, et son environnement est un phénomène complexe qui associe dans des proportions variables action et réaction. Pour respecter le cadre fixé par le titre de cette communication, je me propose d'étudier 3 exemples remarquables, bien attestés dans les textes grecs d'époque classique et en particulier dans les traités botaniques de Théophras. Mais même si je le délimite ainsi, mon sujet doit être d'emblée précisé. Il s'agit du devenir de la végétation et des activités humaines qui lui sont liées dans 3 zones humides que les anciens ont laissées à l'état de nature ou aménagées pour les exploiter. Parler des zones humides en Grèce, quelle idée pourrez-vous penser? Eh bien non, il y en avait. Il y avait, et ce sera mon premier point, le bas-fond de Phénéos, au cœur du Péloponnèse, le lac Copaïs en Béotie, qui est mieux connu, et enfin un site marécageux où Philippe II de Macédoine a créé la ville à laquelle il a donné son nom. Je vais donc commencer par évoquer le lac temporaire de Phénéos en Arcadie. Les montagnes du Péloponnèse sont des montagnes relativement élevées qui dépassent 2000 mètres. Si c'est le cas du Kelmos que vous avez en haut à gauche, le cas du Silène qui est le point culminant du Péloponnèse, moins élevé mais suffisant pour faire barrière, le mont Saïtas. Et le site de Phénéos se trouvait entre ces 3 montagnes au fond d'une cuvette. Il est facile de comprendre, quand on connaît le climat méditerranéen, que ce site recevant les eaux pluviales des sommets et des eaux qui ne trouvaient pas d'un exutoire naturel vers la plaine, l'exutoire naturel se faisait par le Ladon, mais c'était assez aléatoire
car les cours d'eau qui se trouvent en surface sont vite arrêtés par ce que le grec appelle des catavotles. Les catavotles, ce sont des cavités, si vous voulez, c'est l'équivalent de nos avins, et les eaux de ruissellement ralenties dans leur écoulement, transformer la plaine en marécage où la malaria s'installait. Si les catavotles venaient à s'obstruer complètement, un lac se formait dont le niveau ne cessait de croître tant que la cuvette pouvait le contenir, et il menaçait les villes et les villages installés sur les bords. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, les naturalistes de l'école scientifique du lycée à Athènes avaient correctement analysé le phénomène. On en a la preuve, bien que le nom n'y figure pas, le nom de Phénéos n'y figure pas dans les météorologiques d'Aristote. Mais conformément à la répartition du travail entre les savants de cette université avant la lettre qui s'appelait le lycée, c'est Théophraste, chargé de la partie botanique, qui a étudié les modifications du paysage végétal dues à la formation du lac de Phénéos. S'interrogeant sur le mode de multiplication des arbres du bord des eaux, notamment des arbres réputés dépourvus de fruits, l'orme, le saule, il constate que néanmoins, ils passent pour se reproduire. Je vous donne l'extrait de Théophraste qui décrit le phénomène. On en donne pour preuve non seulement le fait que là où il se trouve poussent de nombreux sujets indépendants de la racine, mais encore l'observation de phénomènes tels qu'à Phénéos, vous voyez le site de Phénéos, la brusque évacuation de l'eau accumulée dans la plaine dont les gouffres s'étaient obstrués. On dit qu'aux endroits du territoire submergé, à proximité desquels des saules poussaient auparavant, l'année suivant l'assèchement, il repoussa du sol, qu'à la place des ormes, il y eut de nouveau des ormes, ainsi que des pins et des sapins à la place des pins et des sapins. Cette phase lacustre, dont l'auteur ne précise pas la durée, réservait à l'observateur une autre surprise. On prétend que même le sapin, écorcé à l'époque du bourgeonnement, se conserve intact dans l'eau. Ce fut constaté à Phénéos en Arcadie, quand l'obstruction du gouffre y transforma la plaine en lac. Alors les habitants se firent des ponts de sapins pour arriver à gagner leur maison dans le village de Phénéos, qui superposaient l'un à l'autre à mesure que l'eau les recouvrait. Quand la source eut jailli et que l'eau se fut écoulée, les bois furent tous trouvés intacts. Et là, évidemment, cette résistance à un séjour prononcé dans l'eau intrigue le botaniste. C'était donc une question professionnelle pour lui. Mais il a la modestie de conclure: ce fut sans doute un effet du hasard. Notant d'ailleurs qu'un scientifique, on peut lui accorder cette qualification, il ne s'attarde jamais sur les conséquences des caprices de la nature
pour la vie des hommes. Il n'ignore cependant pas que ses contemporains portaient à l'occasion sur les végétaux sauvages un regard tout à fait différent du sien. En effet, il y avait des plantes qui profitaient de cette submersion pour faire leur apparition. Cette plante, qui pour nous est assez anodine, était pour les anciens un vrai mystère qui remontait haut. Ils l'appelaient le Moli, M-O-L-Y. Ce n'est pas du grec, ce n'est rien du tout, c'est un nom de convention. Pourquoi lui avait-il donné ce nom bizarre? C'est une référence à Homère, qui était transparente en un temps où chacun avait en mémoire l'épisode de l'Odyssée qui décrit la plante donnée par Hermès à Ulysse pour le protéger des maléfices de la magicienne Circé. De la nature de la racine, elle était noire, mais la fleur, que vous voyez, ressemblait à du lait. Les dieux l'appellent Moli. Elle est difficile à arracher, du moins pour les mortels. Voilà les vers d'Homère. Au temps de Théophraste, c'est-à-dire au IVe siècle avant notre ère, on cherchait plutôt une explication rationnelle. Et Théophraste nous dit ceci: le Moli croit au voisinage de Phénéos, et dans le Silène, c'est, dit-on, une plante semblable à celle dont Homère a parlé, pourvue d'une racine ronde qui fait penser à un oignon et de feuilles semblables à celles de la tille. On l'utilise pour les antidotes et les pratiques magiques. Toutefois, elle n'est pas difficile à arracher, comme le dit Homère. L'ensemble de ces traits appartient à la plante que vous voyez, qui s'appelle la nivéole d'été. Elle a une aire très étendue jusque dans les régions nordiques, ce qui veut dire que la Grèce est vraiment sa limite méridionale. Elle est encore sporadiquement présente, ça et là, dans cette région d'Arcadie. Elle est évidemment moins célèbre que les oiseaux du lac Symphale ou que l'hydre de Lerne, mais elle participe dans l'imaginaire grec de la nature inquiétante du marécage. Et de marécage en marécage, je passe à mon second point, qui sera le lac Copaïs en Béotie. Donc le lac Copaïs, le voici. C'est cette grande dépression qui se trouve en Grèce centrale et qui formait un bassin fermé d'environ 350 km², dont la majeure partie recevait les eaux des collines environnantes. Elle ruisselait dans la cuvette et elle allait s'infiltrer dans les exutoires qui se trouvent en bas de la photographie à droite, sous ces zones montagneuses qui sont figurées dans le dessin. C'était pour les habitants une satisfaction et un danger. Un danger d'inondation qui menaçait les villages riverains et d'autre part qui leur enlevait la jouissance des terres cultivables. D'où les travaux gigantesques pour l'époque qui ont été entrepris
entrepris au IVe siècle avant notre ère. Je cite le géographe Gilbert Argout, qui s'est occupé de la question. Voici ce qu'il nous en dit. Le projet antique a consisté à canaliser les rivières qui se jettent dans la plaine depuis l'ouest. Donc les rivières que vous voyez en haut du cliché, et il s'agissait de les canaliser pour les conduire jusqu'à leurs exutoires dans la partie sud de la photo, sous les collines qui sont figurées. Donc, le projet était parfaitement cohérent. Mais il fallait canaliser cette eau pluviale qui se concentrait dans cette dépression. Pour ces canaux, partout où on le pouvait, on a suivi le bord de la plaine. Et ainsi, en ne construisant qu'une seule digue à quelque distance du bord, on canalisait les eaux entre la digue et la paroi rocheuse naturelle. Mais dans certaines zones, les parois rocheuses manquaient. On a donc installé là un véritable canal entre deux digues. On peut se demander pourquoi Théophraste, qui s'est tant occupé de la nature grecque au IVe siècle, donc à l'époque où ses travaux ont été faits, n'en dit rien. Il y a plusieurs explications. Comme les exutoires s'engorgeaient à nouveau, le spécialiste des mines, dont on connaît le nom, c'était un dénommé Cratès Chalcis, en entreprit le nettoyage, mais il fut arrêté par les discordes des Béotiens, alors que déjà il avait réalisé des travaux importants. L'intérêt de ce document est double. La lettre par laquelle Cratès de Chalcis a indiqué à Alexandre de Macédoine qu'il renonçait à faire le travail permet de situer l'intervention de Cratès dans le laps de temps compris entre les premières victoires du Macédonien en Grèce, c'est-à-dire en gros la destruction de Thèbes en 335 et la mort d'Alexandre en 323, et probablement au début de cette période, donc pendant les recherches botaniques de Théophraste. D'autre part, on peut conclure de l'échec partiel de Cratès que les travaux réalisés sous sa direction n'avaient guère modifié la flore naturelle du lac et que par conséquent, le botaniste qu'était Théophraste n'avait pas à s'en soucier. Pourquoi les Béotiens ne tenaient-ils pas au succès de cette entreprise? Ils avaient dans le statu quo des ressources naturelles qui ne se faisaient pas faute d'exploiter. Même si la population locale de cette région ne connaissait pas l'opulence, elle savait tirer de son environnement particulier de bonnes ressources. Sa rusticité était bien connue des citoyens d'Athènes quand Aristophane a mis sur scène en 425 dans les Acarniens un Thébain, autrement dit pour les Athéniens de la ville, un rustre venu vendre en ville tout ce qu'il y a de bon en Béotie. Pour l'amusement du public, Aristophane lui fait énumérer toutes sortes de gibiers d'eau, de sauvagines, y compris des chats sauvages, pour terminer
par les anguilles du copaïs, un morceau de choix sur la table des gourmets. D'autre part, il y avait un autre intérêt. Le fond de la cuvette lacustre, lorsque l'eau s'évaporait ou lorsque les exutoires se débouchaient, se révélait enrichi par les apports minéraux et végétaux des rivières qui s'y déversaient. Donc, c'était pour la population locale de gras pâturages où ils pouvaient lâcher leurs troupeaux. Et nous en avons la preuve dans certains toponymes. Il y a d'une part une rivière qui s'appelle la rivière des moutons, une autre qui s'appelle une plaine fertile à laquelle on donne le nom de plaine des chevaux. C'était donc une terre qui n'était pas complètement stérile. Elle rapportait comme terrain de chasse, elle rapportait comme terre d'élevage. Dans le monde végétal, qui est le domaine d'élection de Théophraste, la nature béotienne se montrait très généreuse. Il y avait toute une flore des régions humides que Théophraste décrit. Vous connaissez peut-être cette plante qui vient même dans notre Midi, dans les régions humides, et Théophraste l'appelle le gâtillier des marais. Le gâtillier, parce qu'une autre espèce, qui est le véritable gâtillier, a aussi des inflorescences absolument semblables, mais celle-ci vit dans les marais. Et il y en avait d'autres. Nous allons voir après cela la prêle que le grec appelait très joliment la queue de cheval, vous voyez, à cause de ces innombrables ramifications que fait le feuillage de la prêle. Quand vous voyez des prêles, l'eau n'est jamais très loin. Il y en avait d'autres encore. Un peu plus loin, dans les surfaces immergées, il y avait des peuplements de nénuphars. Actuellement, si vous parcourez la Béotie et cette région du lac Copaïs, vous trouverez des cultures de tabac, des cultures de coton, mais vous ne verrez pas le moindre nénuphar. Il y avait aussi, bien entendu, la roselière qui fournissait de sérieux appoints à la population locale. Là, c'était des phragmites ou roseaux des vanniers que l'on utilise encore. Les maraîchers de cette région ici de Provence en font des panneaux protecteurs pour leur culture contre le mistral qui souffle très dur. Il y avait aussi, outre le roseau des vanniers, la canne de Provence. La voici. Tout le monde la connaît peu ou prou. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que Théophraste l'appelle le roseau à Oulos. L'Oulos, qui s'écrit A-U-L-O-S, c'est non pas la flûte. Si je disais la flûte, je me ferais incendier par les musicologues de service, mais du moins l'instrument de musique qu'on appelait l'aulos. J'ai appris moi aussi en traduisant Théophraste, parce qu'en béotienne porfaite, j'aurais confondu l'aulos et la flûte. Eh bien non. C'est parce que c'est un instrument à hanches. Comment ?
C'est parce que Lola, c'est un instrument à angle. Ah, ben, vous en savez plus que moi. Non. Je n'y connais rien. Alors, vous allez voir maintenant un orchestre antique avec, sur votre gauche, non pas une dame bien chignonnée, le chignon est faux, et les femmes n'apparaissaient pas dans ce genre de manifestation, mais un homme déguisé en femme et qui joue de l'olos. Nous dirions, pour simplifier, de la double flûte, mais ça n'en est pas une. Et c'était, vous en douteriez peut-être pas, un revenu extrêmement important pour cette région que la coupe, le séchage des tiges de roseau, qui demandait plusieurs années, et ensuite le décortiquage, la sélection de ceux des entretenus qui pouvaient fournir les languettes vibrantes qui existent dans cet instrument de musique à 2 tuyaux que vous voyez ici. C'est ceux qu'on appelait les anches. Je suis au bout de ma science, je ne vous en dirai pas plus. Et vous avez vu par conséquent que cette zone qui aurait pu être déshéritée n'était pas malgré tout sans ressources. Je passe donc au dernier point, à la dernière zone dont je veux vous entretenir. Elle est bien éloignée. Elle se trouve en Grèce du Nord. Vous auriez la Turquie hors de notre champ de vision et la Grèce du Nord, mais vraiment loin. Et vous constatez sur ce plan qu'il y a 2 vallées parallèles, grossièrement parallèles, celle du Strymon et de l'autre côté une zone marécageuse qui atteint au nord la région de Drama. Entre les deux se trouve un massif montagneux, le massif du Pangée, qui était réputé pour ses mines d'or, mais les chercheurs d'or actuels seraient déçus. On n'a pas pu y trouver trace des mines. Quant à Aristote, vous savez qu'Aristote et Théophraste travaillaient ensemble, mais quand Aristote fut invité en 343 par Philippe II de Macédoine de prendre en charge l'éducation du jeune prince Alexandre, Théophraste alla s'installer en Grèce du Nord, à Stagir, d'où Aristote était originaire, pour y poursuivre momentanément à 2 la tâche d'investigation naturaliste qu'ils avaient déjà menée loin ensemble. C'est là qu'il a recueilli ces informations d'ordre botanique et climatique sur cette région. Sitôt sorti de l'actuelle Bulgarie, qui serait tout à fait au nord de notre carte, pour entrer en Grèce, le Strymon, que vous avez ici, traverse le lac Kerkinis. Je pense que vous le voyez vers le milieu de la gravure. Et le lac Kerkinis, qui d'ailleurs a été maintenant aménagé, mais qui existe encore, offrait aux botanistes un spectacle tout à fait exceptionnel, celui de plantes d'eau qu'on ne trouve pas en Grèce péninsulaire. Théophraste a observé avec une minutie dont je vais vous montrer
la preuve, la plante qui s'appelle la châtaigne d'eau. La châtaigne d'eau, la voilà. La voilà. Vous me direz peut-être pourquoi diable appelle-t-on cette plante châtaigne. Vous le verrez tout à l'heure. C'est une plante dont la partie flottante est limitée aux feuilles, aux flotteurs que vous voyez en rouge. Les parties rouges contiennent de l'air. S'il n'y avait pas ces flotteurs, la plante sombrerait évidemment. Ce sont ces flotteurs qui la maintiennent. Et à peu près au centre du cliché, vous voyez une fleur blanche. Vous me direz, oui, mais ça n'a rien de très extraordinaire. Nous allons voir la suite. Je sollicite encore une fois M. Joanna pour qu'il nous montre un dessin de la plante entière. Je vous lis la traduction du passage de Théophraste. Il est tellement exact qu'une des très grandes botanistes anglaises du siècle dernier, qui s'appelait Agnès Arbin, dit qu'on n'a jamais rien fait de meilleur en tant que description botanique. Vous allez en juger. La châtaigne d'eau, loin de pousser dans tous les fleuves et partout, vit dans ceux qui forment des marécages, mais dans une hauteur d'eau très considérable, comme sur les bords du Strimont que nous avons vu. Rien n'émerge de cette plante, si ce n'est les feuilles. Vous les avez vues tout à l'heure, on les revoit ici en haut du cliché, qui nagent, si l'on peut dire, à la surface et cachent la châtaigne, elle-même submergée et penchée vers le fond. La feuille est large et plane. Elle fait penser à celle de l'orme, mais elle a un pétiole, le pétiole sur lequel j'attirais votre attention tout à l'heure, extrêmement long. La tige, alors là, ça se verra surtout sur la photo, sur le dessin. La tige a sa plus grande épaisseur au sommet, d'où partent les feuilles et le fruit. Vers le bas, elle ne cesse de s'amenuiser jusqu'à la racine. Elle présente des appendices capillacés, pour la plupart parallèles entre eux. Vous les voyez, c'est tout à fait en bas. Certains aussi divergents, qui sont longs à la base et tout à fait petits, de sorte que la différence est grande depuis la racine jusqu'au niveau du fruit. En effet, ce que vous voyez en bas, où il ne reste que des nervures, ce sont en effet des feuilles transformées. Les feuilles aériennes ont un limbe, les feuilles submergées n'en ont pas. Elles sont réduites aux nervures. Et le fruit, le voici, la châtaigne, la voilà. Vous ne le direz pas, mais j'ai très vilainement fait un larcin au jardin botanique de Montpellier. Je me suis approprié de fruits de châtaigne d'eau pour pouvoir vous les montrer. Châtaigne, certes, c'est épineux, vous le voyez, mais me direz-vous, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on le mange. On le mange, évidemment, une fois cassé la coque qui est dure, éliminer les épines, bien sûr, et il reste une sorte d'amande, le terme est sans doute impropre, qui, paraît-il, je n'en ai jamais goûté,
parce que j'en ai volé 2, mais je les ai gardés intacts pour la science et pas pour la dégustation. Donc, il paraît que le goût est celui de la châtaigne du châtaignier, et c'est la raison pour laquelle on appelle la plante la châtaigne d'eau. Et je vous disais qu'une botaniste anglaise a été très frappée de la rigueur de cette description. Elle dit: Théophraste, au IVe siècle avant notre ère, a su éviter un piège morphologique dans lequel sont tombés bien des écrivains postérieurs, puisqu'il a su comprendre que ces petits appendices réduits à l'épaisseur d'un cheveu n'étaient ni des tiges ni des feuilles. Ce sont des feuilles, mais des feuilles transformées. Alors, puisque nous sommes en Grèce du Nord, nous y restons pour la dernière partie de cet exposé qui va concerner la région qui est de l'autre côté du Pingé. Je vous ai montré le mont Pingé et je vous ai dit il y a 2 vallées qui sont approximativement parallèles. Voilà donc la seconde, non, les voilà. Voilà, donc ici c'était la vallée du Strémon, là-bas c'est la zone marécageuse, vous voyez les stries horizontales, et c'est de cette seconde zone marécageuse que je vais vous parler maintenant. Vallée était très sauvage, tant et si bien qu'un historien, géologue, historien de cette région, a été sur place pour voir comment on était passé de la zone marécageuse que vous voyez circonscrite en pointillés jusqu'à une zone agricole que l'on voit maintenant. Il n'y a pas de trace d'eau, il y a quelques petits bosquets un peu humides, mais c'est tout ce qu'on voit. Voilà ce que dit Laurent Lespès, qui est spécialiste de l'histoire de cette région-là. Au cours de l'époque archaïque, les insulaires de Tassos colonisèrent progressivement le littoral de Macédoine orientale. La fondation de la ville de Crénides, vous la voyez vers la moitié de l'image et à droite. Elle est sur une butte, sinon les habitants auraient eu en permanence les pieds dans l'eau. La fondation de la ville de Crénides en 360 avant Jésus-Christ constitue le point de départ de l'histoire grecque dans la plaine de Drama. Moins de 4 ans plus tard, l'expansion macédonienne va conduire Philippe II à prendre le contrôle de la plaine et de la colonie tassienne de Crénides. Il faut dire qu'il avait une bonne raison. Les premiers colons tassiens qui se sont installés à Crénides étaient harcelés par les populations thraces qui ne voyaient pas de bon œil cette installation. Mais Philippe II de Macédoine avait sans doute un autre projet dans l'esprit. Comme je vous l'ai dit, le mont Pingé était à l'époque riche de mines d'or. Donc, quand vous voyez maintenant les trésors de la Bulgarie avec des masses d'or absolument extraordinaires, dites-vous qu'il y en a peut-être une parcelle qui vient de l'or du Pingé, où on n'a même pas retrouvé la trace des mines, on n'a pas trouvé d'excavation,
tout a été parfaitement rebouché. Mais Théophraste, puisque c'est Théophraste à qui je m'intéresse le plus, a noté très consciencieusement l'impact que cette masse marécageuse pouvait avoir sur le climat. Il y a deux thèses qui s'affrontaient. D'une part, la thèse selon laquelle une nappe d'eau d'une certaine étendue adoucit le climat parce qu'elle attire les nuages, donc un ciel nuageux ne laisse pas passer le vent, le climat est moins froid. Et d'autre part, ce qui s'est passé donc à Crénides, que Philippe de Macédoine a rebaptisé Philippe lorsqu'il s'est installé, vous allez voir que les anciens avaient un esprit scientifique véritablement aigu. Le premier texte est celui-ci. D'une manière générale, les lieux qui autrefois ne favorisaient pas le gel parce que l'air y était épais, aujourd'hui le favorisent, comme les environs de Larissa. Larissa, c'est ailleurs en Grèce du Nord, en Thessalie. Alors, parce qu'il y avait beaucoup d'eau stagnante et que la plaine était transformée en lac, l'air était épais et la région plus chaude. Mais quand cette eau eut été chassée et empêchée de s'y installer, la région est devenue plus froide et les gelées se sont multipliées. On en donne pour preuve le fait qu'il y avait jadis dans la ville des oliviers grands et beaux, alors qu'il n'y en a aujourd'hui nulle part. Donc, un premier fait, il y aurait moins de gelée quand il y a des nappes d'eau. Mais à ce premier ensemble de faits, ça n'oppose un second. Et je reviens à Philippe de Macédoine, donc au site que vous avez sous les yeux. Voici ce qu'il en est dit. À Philippe, il y avait auparavant davantage de gelée à glace. Mais maintenant que l'eau, absorbée par la terre, a séché en grande partie et que la région est tout entière cultivée, il y en a beaucoup moins. Or, l'air est plus subtil pour deux raisons. À la fois parce que les remontées d'eau ont séché dans les champs cultivés et parce que la campagne est cultivée. Toute région inculte est en effet plus froide et l'air y est plus épais parce qu'elle est boisée et qu'elle n'est pas aussi facile au soleil d'y pénétrer ni au souffle des vents de la parcourir, et qu'en même temps elle a des afflux d'eau courante et des accumulations d'eau stagnante en grand nombre. C'était précisément la situation aux environs de Crénides quand les Thraces l'occupaient. Donc deux témoignages qui laissent rêveur parce qu'ils sont dans une certaine mesure contradictoires. Il semble que l'assèchement de la plaine ait été moins total qu'on aurait pu le croire, parce qu'il y a deux témoignages d'époque romaine dont il faut tenir compte. Les spécialistes d'histoire romaine connaissent peut-être le texte d'Appien qui décrit le champ de bataille de Philippe. C'est là où s'est livrée la bataille de 42 avant Jésus-Christ, et les soldats d'Antoine avaient entrepris une construction à travers le marais d'une route masquée
par une forêt de roseaux. Donc, si en 42 avant notre ère, il y avait encore une forêt de nos roseaux, c'est que le substrat restait humide. Et d'autre part, enfin, beaucoup plus tard encore, au IIe, IIIe siècle, après Jésus-Christ, cette fois-ci, on a retrouvé dans ce périmètre marqué en pointillé une borne de délimitation de propriété qui portait en latin cette fois Ardennetus Wiki, ce qui veut dire la roselière du village. Donc, même à l'époque romaine, IIIe siècle après notre ère, il y avait encore de bons restes du marais qui autrefois occupait toute la plaine de Drama. Moyennant ces précisions, le texte de Théophraste, comme vous l'avez vu, demeure un document fondamental apporté au crédit de celui qu'un de nos collègues anglophones n'hésite pas à qualifier de father of écologie. C'est bien le père de l'écologie que Théophraste. Je vous remercie.